Je n'étais pas retourné dans cette maison depuis presque 2 ans. Pas depuis la dernière violente dispute où j'avais dit carrément à mon père et à ma mère que s'ils franchissaient encore une seule limite avec moi ou ma fille, c'en était fini. Mais le temps fait cette chose où il étire les souvenirs, floute les contours. J'ai commencé à douter de moi, à me dire que j'avais peut-être surréagi. Peut-être qu'ils étaient juste vieux jeux. Peut-être que ce n'était pas si grave. Et puis Noël est arrivé. Ils nous ont invités tôt en décembre, disant qu'ils voulaient faire quelque chose de spécial cette année. Ils ont dit qu'ils avaient travaillé sur eux-mêmes. Et bêtement, je les ai crus. Je me faisais discrète depuis le divorce. Mon ex était un tout autre désastre. Alors, quand ma fille, Harper, s'est illuminée à l'idée de passer Noël avec ses grands-parents, j'ai cédé. Nous sommes arrivés avec des cadeaux. J'ai préparé des biscuits maison. Nous portions des pyjamas assortis. Toute cette ambiance digne d'un film de Noël a réellement bien commencé. Ma mère a serré Harper dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Mon père a même aidé à dresser la table. Pas de tension, pas de pique. Il distribuait les cadeaux et souriait comme si rien de mal ne s'était jamais passé entre nous. Puis est venu le moment du grand cadeau. Il l'avait gardé pour la fin. Cette petite boîte brillante avec un ruban rouge et le nom de Harper en écriture cursive pailletée. Elle l'a ouverte en criant de joie avant même que le papier ne touche le sol. Un iPhone tout neuf, le dernier modèle. C'était trop, honnêtement, mais elle rayonnait, les embrassait, sautillait sur place. Je n'ai rien dit, me disant simplement qu'ils essayaient enfin de faire un effort. Elle l'a allumé. Le logo Apple s'est éclairé, puis l'écran d'accueil est apparu. Elle a cessé de sourire. Elle a penché la tête et m'a regardé. Maman, c'est qui? Je me suis approché, confuse, pensant qu'ils avaient peut-être pris un selfie ou quelque chose du genre, mais c'est là que je l'ai vu. C'était une photo de Michael, son père. Harper n'avait jamais vu son visage. Je ne lui avais jamais montré de photo, ne lui avais jamais dit qu'il était mort. Il est décédé dans un accident de voiture 3 semaines avant sa naissance. Et pendant des années, j'ai continué à dire qu'il travaillait à l'étranger, jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour comprendre, jusqu'à ce que je puisse lui dire d'une manière qui ne la briserait pas. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je n'ai pas dit un mot. Ma mère est soudainement devenue très silencieuse. Mon père a commencé à tripoter le coin de la nappe, et le mari de ma sœur, Dan, s'est mis à rire maladroitement comme si tout cela était une farce hilarante. Harper me regardait à nouveau, attendant une réponse. Je lui ai dit que nous devions partir immédiatement. Pas d'excuses. J'ai remballé nos affaires, dit un au revoir discret et suis parti en voiture avant qu'il ne puisse poser de questions. Mais dans ma tête, quelque chose s'est cassé. Je savais exactement ce qu'il faisait. Cette photo n'était pas une erreur. C'était un message, une punition pour les avoir tenus à l'écart de Harper, pour avoir osé fixer des limites, pour avoir quitté la famille et lancé ma propre entreprise sans eux. Ils ont utilisé ma fille pour l'envoyer. 2 heures plus tard, mon téléphone explosait. Dan hurlait via le haut-parleur, m'accusant d'être mélodramatique. Mon père me suppliait de ne pas en faire toute une histoire, et ma mère ne disait pas un mot. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à mes comptes et j'ai entamé les premières démarches pour les rayer complètement de ma vie. Ils allaient apprendre que la fille qu'ils avaient essayé de briser était celle qui tenait tout à bout de bras. Au matin, j'étais déjà assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur ouvert et Harper dormait encore dans sa chambre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tourné en rond dans la maison ni appelé une amie pour me défouler. J'ai juste commencé à cliquer. D'abord, j'ai révoqué l'accès à la carte de crédit familiale, celle que mes parents utilisaient pour les dépenses imprévues. C'est drôle comme leur définition de l'imprévu se transformait toujours en crème de luxe pour le visage, en notes de restaurant et en amélioration pour les meubles de leur salon. Je laissais couler depuis plus d'1 an, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je pensais que peut-être, ils finiraient par mûrir, qu'une partie d'entre eux pourrait apprendre à être des grands-parents décents. Plus maintenant. J'ai fermé le compte entièrement. Pas d'avertissement, pas de conversation, juste quelques clics et c'était fini. Ensuite, je suis passé à l'épargne partagée. J'avais gardé ce compte actif pour des raisons sentimentales, croyez-le ou non. Il avait été créé à l'origine quand je m'étais marié, à l'époque où je pensais encore que nous formions une seule grande famille. Après la mort de Michael, je ne l'ai jamais fermé. Il restait là,
connecté à quelques services qu'ils utilisaient encore, mais j'en avais assez. J'ai transféré chaque centime sur 2 nouveaux comptes privés, l'un à mon nom et l'autre à celui de Harper. Vers 10 heures, mon père a appelé 3 fois. Je l'ai ignoré. Puis il a envoyé un message disant qu'il était à la pharmacie, que la carte agissait bizarrement, et si je pouvais vérifier quand j'aurais un moment. Je n'ai pas répondu. Le silence du côté de ma mère était plus bruyant que n'importe lequel de ses appels. Pas un mot, pas un message, rien, ce qui signifiait qu'elle savait ce qu'elle avait fait. Elle savait exactement ce qu'elle avait fait avec ce téléphone. Elle savait que cette photo ouvrirait une porte que j'avais verrouillée pendant près d'une décennie, et elle voulait qu'elle soit ouverte. Elle voulait que Harper me regarde avec confusion, qu'elle demande « Maman, c'est qui ?» avec un téléphone tout neuf entre les mains devant tout le monde. Le matin de Noël, il voulait que ce moment me brise, mais ce ne fut pas le cas. Cela a tout clarifié. Il ne respectait pas les limites. Il ne l'avait jamais fait. Et maintenant, il ne respectait même pas l'innocence de Harper. Il la voyait comme un moyen de me punir, de tirer un fil dans le tissage serré de la vie que j'avais construite sans eux. Alors, j'ai continué. Ensuite, j'ai appelé mon comptable, je lui ai dit de retirer mes parents des notifications de conseillers d'entreprise. Ils n'ont jamais été des partenaires officiels, juste des noms que j'avais laissés planer en arrière-plan pour qu'ils se sentent impliqués. 1 ou 2 fois par an, ils recevaient des mises à jour sur les performances. Je pensais autrefois que cela les rendait fiers. Maintenant, je voyais cela pour ce que c'était, un levier qu'ils pensaient posséder. Disparu. Plus de mises à jour trimestrielles. Plus d'appels de mon père demandant pourquoi nos abonnés sur les réseaux sociaux avaient chuté un mois ou pourquoi j'avais embauché quelqu'un de nouveau. J'ai dit à mon comptable de préparer les documents pour une séparation nette. Il n'avait jamais figuré au conseil d'administration, mais émotionnellement, il pensait toujours avoir un siège à la table. Plus maintenant. J'ai fait des pancakes pour Harper et je lui ai dit doucement quelques vérités. Pas tout. Pas l'accident, pas les funérailles, juste que son père ne reviendrait pas. Qu'il était parti depuis longtemps. Que je ne le lui avais pas dit parce que je voulais la protéger aussi longtemps que possible. Elle a hoché la tête et n'a pas dit grand-chose. Elle était plus calme que d'habitude ce jour-là, et je n'ai pas insisté. Ce soir-là, Dan s'est présenté. Il se tenait dehors comme une statue, les bras croisés, hésitant entre frapper ou repartir. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Il a dit que je surréagissais. Il a dit que mon père était dans tous ses états et que ma mère n'avait pas parlé de la journée, que j'avais blessé toute la famille pour une stupide photo de fond d'écran. Je lui ai posé une question. Est-ce qu'il savait? Il a hésité, puis a admis avoir vu le téléphone quelques jours avant Noël, disant que ma mère lui avait montré l'écran d'accueil et avait ri. Elle lui avait dit que c'était poétique. Ce mot encore, poétique, comme s'ils avaient écrit une tragédie dans laquelle ma fille devait trébucher. Dan a commencé à hausser le ton. Il a dit que j'étais sans cœur, que je venais de supprimer leur filet de sécurité financière et que je m'en allais comme si cela ne signifiait rien. Il avait raison sur un point. Je suis parti parce qu'il n'avait pas seulement franchi la ligne. Il l'avait déterré et en avait tracé une nouvelle avec du sang. Après son départ, je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé le dernier cadeau non ouvert sous le sapin. C'était le mien, venant d'eux, encore emballé dans du papier doré avec mon nom en cursive sur une étiquette qui disait « Nous sommes toujours fiers de toi ». Je ne l'avais pas touché, mais maintenant je commençais à me demander ce qu'ils avaient mis à l'intérieur. Mais les connaissant, Noël n'était pas la seule chose qu'ils avaient planifiée. J'ai attendu que Harper soit endormi. Le cadeau était resté sous le sapin depuis le matin de Noël, emballé dans du papier d'aluminium doré avec mon nom écrit en cursive parfaite. Je ne l'avais pas touché, je ne l'avais même pas regardé correctement. Après tout ce qu'ils avaient manigancé avec le téléphone de Harper, je ne faisais confiance à rien venant d'eux. Mais quelque chose dans la façon dont ils l'avaient laissé, comme si c'était censé être le grand final de leur petite performance de vacances tordues, m'a donné envie de savoir ce qu'ils essayaient vraiment de dire. Je me suis assise sur le sol du salon, la maison plongée dans un silence de mort. Je n'ai même pas allumé les lumières, je l'ai juste ouvert lentement, presque comme si je désamorçais une bombe. À l'intérieur se trouvait un cadre. Au début, je n'ai pas reconnu la photo. Elle semblait imprimée par un professionnel, propre, brillante. Puis j'ai compris. C'était moi, enceinte de 7 mois, debout à côté de Michael, tous les deux souriants. Cette photo avait été prise lors de ma baby shower.
Je me souviens vaguement du moment. C'était l'une des dernières photos que nous ayons prises ensemble. Je ne l'avais jamais partagée, jamais publiée, et je n'en avais certainement jamais donné de copie à mes parents. Ils devaient l'avoir trouvée sur l'ancien disque dur de Michael. Je l'avais laissé chez eux une fois, à l'époque où je leur faisais encore confiance pour garder quoi que ce soit en sécurité. Scotché au dos du cadre se trouvait une feuille de papier pliée. L'écriture de ma mère, pour Harper, pour quand elle sera prête à savoir qui était vraiment son père. Peut-être qu'alors, tu seras prête à dire la vérité, toi aussi. C'était toute la note, courte, pesante d'une manière que seule ma mère pouvait donner à une phrase. Ce n'était pas juste une autre pique. Ce n'était pas de l'agression passive ni même de la culpabilisation. C'était une déclaration de guerre. Ils avaient planifié cela. La photo sur le téléphone n'était pas une erreur ponctuelle. Cela faisait partie de quelque chose de plus grand, le fond d'écran, puis cette photo encadrée, la note. Chaque élément était un coup soigneusement calculé porté à la version de la réalité que j'avais créée pour protéger Harper. Il pensait lui rendre service. Ou plus probablement, il se moquait de ce que cela lui faisait. Il s'agissait de me faire passer pour une menteuse, de montrer à tout le monde qu'ils savaient mieux, qu'ils étaient les détenteurs de la vraie vérité, pas moi. Il voulait que Harper voie le visage de Michael avant que je ne sois prête. Il voulait qu'elle pose des questions auxquelles je n'étais pas préparé à répondre. Il voulait m'arracher ce moment des mains et se l'approprier. J'ai laissé le cadre exactement tel qu'il était. Je n'ai pas déchiré la note ni jeté le tout. Je l'ai glissé dans un sac en papier, j'ai traversé la ville le lendemain matin et je l'ai déposé devant leur porte. Pas de message, pas de frappe à la porte, rien. Au moment où je suis rentré, j'avais déjà ouvert un dossier partagé avec mon avocat. Ce n'était plus personnel. C'était une question de contrôle, d'héritage et de propriété. Quand j'ai lancé mon entreprise il y a 5 ans, je sortais à peine du deuil. Mes parents m'avaient prêté de l'argent, pas une somme énorme, mais assez pour lancer une petite boutique en ligne. Je les ai remboursés il y a 3 ans, mais à la façon dont ils en parlent, on croirait qu'ils ont financé toute ma vie. Ils me présentaient dans les soirées comme « notre fille qui dirige l'entreprise familiale ». Chaque fois que je l'entendais, je me mordais la langue. Je les laissais dire. Je pensais que c'était inoffensif. Mais maintenant je voyais clair. Ils ne me soutenaient pas. Ils me revendiquaient. Alors, je les ai retirés officiellement. J'ai appelé la banque et révoqué chaque accès partagé, envoyé à mon comptable une structure mise à jour et une directive pour mettre fin à tout rôle de conseiller ou flux de dividendes restants. Coupe nette. Puis je suis allé plus loin. J'ai changé la biographie de l'entreprise, retiré chaque mot qui suggérait une inspiration puisée dans les racines familiales ou l'amour, et j'ai réécrit l'histoire des origines pour ce qu'elle était réellement, construite par une mère célibataire avec rien d'autre que du chagrin, du courage et une fille pour laquelle se battre. Le même après-midi, j'ai reçu un appel de mon oncle, le frère de ma mère. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Il a dit avoir entendu qu'il y avait des problèmes après Noël, que peut-être les choses avaient dégénéré, que je devrais envisager de ne pas brûler tous les ponts. Je lui ai demandé s'il savait ce qu'ils avaient fait. Il a marqué une pause, a dit quelque chose de vague sur les tensions familiales et les malentendus, puis a dit « Ce sont toujours tes parents, Julia ». Cette phrase, encore. Tout le monde y revient toujours. Ce sont toujours tes parents. Comme si c'était censé tout excuser, comme si cela annulait ce qu'ils avaient fait à une petite fille de 9 ans qui voulait juste jouer avec son nouveau téléphone et s'était retrouvée à fixer les yeux d'un fantôme dont elle ignorait l'existence. Ils ont utilisé Harper pour me punir. Alors, j'allais utiliser le seul langage qu'ils aient jamais respecté, le contrôle, le pouvoir et l'argent. Et ce n'était que le début. 3 jours après Noël, j'ai reçu un email du département des fraudes de la banque d'affaires. Quelqu'un avait tenté d'accéder au compte de ma société à partir d'un appareil non reconnu. Plusieurs échecs de connexion, puis une tentative de réinitialisation du mot de passe. Le compte a été signalé et verrouillé immédiatement. J'ai appelé la banque, confirmé que ce n'était pas moi, demandé l'adresse IP. Elle remontait à la maison de mes parents, même pas un endroit différent. Ils n'avaient même pas pris la peine de couvrir leurs traces. Soit ils étaient à ce point négligents, soit ils croyaient sincèrement avoir encore des droits sur ce que j'avais construit. Quoi qu'il en soit, j'avais la preuve maintenant. J'ai sauvegardé l'email, l'ai envoyé directement à mon avocat et lui ai demandé de l'ajouter au dossier. Le lendemain matin,
une lettre recommandée est arrivée à ma porte. Elle venait de mes parents, une véritable lettre imprimée de 4 pages. Ce n'étaient pas des excuses. C'était une liste, une ventilation de toutes les façons dont ils estimaient que j'avais bénéficié d'eux au fil des ans, l'argent qu'ils m'avaient donné à l'université, les services de babysitting, les meubles de mon premier emménagement, un chèque de $1200 quand j'étais enceinte de 6 mois et que je ne pouvais pas payer les réparations de ma voiture. Chaque article avait une date et une valeur estimée. À la fin, ils écrivaient que compte tenu du succès de l'entreprise, ils estimaient qu'une part de 15% du capital était juste, 15%. Ils essayaient de me facturer le fait d'être leur fille. J'ai lu le tout en silence, je l'ai replié et je l'ai placé dans le même dossier que l'alerte bancaire. Cela ne concernait plus seulement moi. Ils laissaient une trace écrite, et j'allais les laisser faire. Harper, heureusement, n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle retournait à l'école dans quelques jours et se concentrait sur sa résolution du nouvel an de lire un livre par semaine. Elle a posé une question de plus sur le téléphone, mais n'en a plus reparlé. J'ai laissé faire. Une conversation suffisait pour l'instant. Puis le rebondissement est arrivé. J'ai reçu un appel de Claire, ma cousine du côté de ma mère. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an, mais elle semblait nerveuse. Elle a dit, « Je pense que tu devrais savoir quelque chose. Grand-mère est au courant. » Apparemment, ma grand-mère, la mère de ma mère, avait entendu des bribes de ce qui s'était passé à Noël. Pas toute l'histoire, mais assez pour appeler ma mère et poser des questions. Et cette conversation s'était si mal passée que ma grand-mère lui avait dit carrément que si elle ne s'excusait pas publiquement et sincèrement auprès de moi, elle les rayerait de l'héritage. C'était inattendu. Ma grand-mère ne s'implique jamais dans les drames familiaux. Elle joue la neutralité comme si c'était un travail à plein temps. Mais quelque chose là-dedans avait franchi une limite, même pour elle. C'était peut-être la photo. Peut-être la manipulation. Peut-être le fait qu'ils essayaient maintenant de m'extorquer de l'argent comme si j'étais un contrat commercial qui avait mal tourné. Quoi qu'il en soit, ils ont paniqué. Et 2 jours plus tard, ma mère s'est présentée à ma porte. Je ne savais pas qu'elle venait. Je n'ai ouvert la porte que parce que je pensais que c'était une livraison. Elle se tenait là, tenant un récipient Tupperware comme si c'était une journée normale. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardée. Elle a demandé si nous pouvions parler, a dit que les choses étaient devenues confuses, et qu'elle voulait juste arranger les choses. Je lui ai posé une seule question. Était-ce ton idée de mettre cette photo sur le téléphone de Harper? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a baissé les yeux, puis les a relevés et a dit, « Tu ne peux pas la laisser dans l'ignorance pour toujours, Julia. » C'était tout. C'était sa défense. J'ai fermé la porte. Pas de cri, pas d'explication, je l'ai juste fermée. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un autre appel. De Claire, encore. Elle semblait secouée, a dit avoir surpris quelque chose lors d'un fast-time familial. Mon père et ma mère parlaient de contacter la famille de Michael. Les parents de Michael et moi ne nous étions pas parlé depuis des années. Il y avait un passé là, une histoire compliquée et inachevée. Mais si mes parents les contactaient maintenant, essayaient de remuer les choses ou de raconter l'histoire à leur manière, cela pourrait causer de réels problèmes, pas seulement émotionnels, mais juridiques. Je n'ai pas dormi cette nuit-là parce que soudain, ce n'était plus seulement de la vengeance. C'était une guerre qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient déjà perdue. Et j'avais une dernière carte à jouer. Le matin après avoir appris qu'ils avaient appelé la mère de Michael, je n'ai parlé à personne. Ni à Harper, ni à Claire, ni même à mon avocat. Je suis juste resté assise à mon bureau en fixant le mur, essayant de décider quel genre de personne continue de faire ça à sa propre fille. Quel genre de gens ignorent chaque avertissement, chaque pont brûlé, et continuent de marcher droit vers le feu comme s'ils étaient immunisés. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis mise au travail. La mise en demeure n'était pas dramatique. Elle n'était pas émotionnelle. Elle était chirurgicale, 4 pages de langage juridique clair stipulant qu'à partir de ce moment, mes parents avaient l'interdiction de s'associer publiquement à moi, à mon entreprise ou à Harper dans tout contexte promotionnel, personnel ou professionnel. Elle précisait en termes très simples que l'entreprise était la mienne, et non une entreprise familiale, ni inspirée par la famille, ni la nôtre. Toute tentative de suggérer le contraire serait traitée comme de la diffamation ou de la fraude. Je l'ai signé, envoyé par email, et j'ai senti un infime fragment de contrôle se remettre en place. Mais je n'avais pas fini.
Il restait un compte, un petit compte bancaire apparemment insignifiant que j'avais ouvert il y a des années, un vestige de l'époque où l'entreprise n'était qu'une idée, quand je croyais encore que le soutien de mes parents signifiait quelque chose. Le compte n'offrait qu'un accès en lecture seul à mon père. Pas de droit de dépense, pas de réel contrôle, juste de la visibilité. Je l'avais laissé ainsi pendant des années, le laissant se connecter, regarder les chiffres grimper, probablement s'imaginer qu'il était encore impliqué. Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé ouvert si longtemps, une part naïve de moi pensant qu'il serait fier. Je l'ai fermé cet après-midi-là, j'ai transféré les fonds, un peu moins de 28 000 $, sur le compte d'études de Harper, puis j'ai transféré l'email de confirmation automatique à mon père. Pas d'objet, pas de message, juste l'avis, ce compte a été fermé par le titulaire principal. 15 minutes plus tard, mon téléphone s'est éclairé. Mon père, puis encore lui, puis Dan, puis ma mère. Aucun d'eux n'a laissé de message vocal, pas un seul, juste le silence des sonneries qui duraient un peu trop longtemps avant qu'ils ne renoncent. Ils pensaient encore que je craquerais, que je décrocherais pour hurler, pleurer ou m'expliquer. Mais il n'y avait plus rien à expliquer. Et puis les retombées ont commencé. Claire s'est présentée à ma porte sans prévenir. Je l'ai laissée entrer, surtout parce qu'elle était la seule à ne pas avoir encore pris parti. Elle se tenait maladroitement dans le couloir, tenant un sac en tissu avec un cake au citron et une note manuscrite de ma mère. Je ne l'ai pas prise. Je lui ai demandé ce que disait la note. Claire a hésité. Elle veut que tu arrêtes. Elle dit que c'est allé trop loin. Elle pense que tu vas les ruiner. Je l'ai regardé et lui ai posé une seule question. Est-ce qu'ils t'ont dit ce qu'ils ont fait à Harper? Le visage de Claire s'est décomposé. Elle a hoché la tête. Ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ne pensaient pas que ça aurait de l'importance. Que Harper devait savoir, que tu ne faisais que retarder l'inévitable. C'était leur défense, qu'ils faisaient cela pour Harper. Comme si choisir de briser l'innocence d'un enfant le matin de Noël avec la photo d'un mort était un acte de compassion. Claire ne les a pas défendus. À son crédit, elle n'a pas essayé de justifier cela ni de trouver des excuses. Elle a juste dit « Je suis désolée » et a laissé le cake au citron sur le perron avant de s'en aller. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai rédigé un communiqué, rien de dramatique, juste un message à mes clients, partenaires et abonnés à la newsletter. J'ai expliqué que l'entreprise entamait un nouveau chapitre, que dans le cadre d'une restructuration personnelle, toutes les affiliations informelles antérieures étaient dissoutes. Je n'ai pas cité de nom. Je n'ai pas pointé du doigt, mais le sous-entendu était clair. C'était à moi. Pas à mes parents. Pas à nous. Pas le produit d'un héritage familial de soutien. J'ai cliqué sur envoyer. 24 heures plus tard, j'ai reçu le message qui m'a glacé. Il ne venait pas de mes parents. Ni de Dan, ni de Claire, ni de la mère de Michael. Il venait de quelqu'un dont je n'avais pas entendu parler depuis près d'une décennie, la sœur de Michael. Elle disait avoir eu des nouvelles de leur mère, qu'il y avait beaucoup de bruit ces derniers temps à propos de Harper, qu'elle ne savait pas ce qui était vrai ou faux, mais qu'elle aimerait la rencontrer un jour si j'y étais ouverte. Cela m'a prise au dépourvu. Nous n'avons jamais été proches. Mais elle n'était pas non plus comme leur mère. Nous avions nos différences, mais elle était restée à l'écart du désordre à la mort de Michael. Maintenant, elle me contactait, non pas avec colère ou accusation, mais avec curiosité. Je ne savais pas quoi faire de cela. Une partie de moi voulait dire non. L'autre se demandait si cela pouvait être quelque chose de différent, de meilleur, un moyen de donner à Harper un lien avec son père sans qu'il soit empoisonné par la manipulation. Mais je ne pouvais pas encore décider car pendant que je fixais ce message, un autre est arrivé. Un numéro inconnu, une seule phrase, tu le regretteras quand elle découvrira ce que tu caches. Pas de nom, pas de suite. Et je savais qu'il ne s'agissait plus seulement de la photo. Mes parents détenaient encore quelque chose, et ils étaient prêts à l'utiliser. Le message restait sur mon téléphone comme un mauvais rêve. Tu le regretteras quand elle découvrira ce que tu caches. Je l'ai fixé longtemps, non pas parce que je ne savais pas ce qu'il signifiait, mais parce que je le savais. Il n'y avait que deux choses auxquelles il pouvait faire référence. L'une était l'évidence, que j'avais attendu si longtemps pour dire à Harper la vérité sur son père. Mais ils avaient déjà utilisé cela. Ils avaient joué cette carte le matin de Noël. Le téléphone, la photo, l'image encadrée, tout cela visait à briser la version de l'histoire que j'avais construite pour la protéger.
Non, c'était autre chose, quelque chose de plus profond. Je suis allé chercher la petite boîte ignifugée que je garde au fond de mon placard, j'en ai sorti le dossier que je n'avais pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvaient les papiers de l'accident, les rapports de police, les lettres d'assurance, l'autopsie, et le testament de Michael. C'était ça. C'est ce qu'il voulait dire, le testament. À la mort de Michael, mes parents étaient ceux qui avaient proposé de m'aider pour toute la paperasse. Je me remettais encore d'une grossesse difficile, essayant de comprendre comment élever un nouveau-né seul, et ils avaient proposé de s'occuper du côté juridique, des dépôts, des notaires, des dates d'audience. J'avais à peine lu quoi que ce soit. Je leur faisais confiance. Mais je me souvenais d'une chose, quelque chose que mon avocat m'avait mentionné discrètement un an après avoir lancé l'entreprise. Il avait dit que l'assurance vie de Michael avait été transférée exceptionnellement vite, que la configuration du compte avait nécessité 2 signatures, et que l'une d'elles était celle de mon père. Je n'avais pas posé de questions à l'époque. J'étais submergé par la survie, et cela me semblait trop sombre de creuser. Mais maintenant, tout prenait sens. Il ne m'avait pas seulement aidé. Il s'était inséré dans tout, dans l'entreprise, la succession, l'argent, dans l'avenir de Harper. Et maintenant que je m'éloignais, il paniquait, se démenait, menaçait parce que si Harper voyait un jour les documents, si elle découvrait qu'une partie de ce que je pensais nous avoir été laissé avait été discrètement filtré vers des comptes dont je n'avais jamais eu connaissance, il savait que cela briserait quelque chose en moi. Mais je m'en fichais désormais. Ce soir-là, j'ai fait asseoir Harper. Je lui ai tout dit, pas seulement à propos de son père, à propos de la photo, du fond d'écran, de la note scotchée au dos du cadre. Je lui ai expliqué du mieux que j'ai pu que certaines personnes, même celles qui sont censées nous aimer le plus, essaient parfois de contrôler des histoires qui ne leur appartiennent pas. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle m'a serré fort dans ses bras, puis m'a demandé si nous pouvions faire ce voyage que je lui avais toujours promis, celui que nous repoussions chaque année depuis ses 6 ans. Yellowstone. Nous l'avons réservé le soir même. Le lendemain matin, j'ai appelé la sœur de Michael, je lui ai dit la vérité sur tout, que je n'étais pas sûr que Harper soit prête à rencontrer davantage de membres de sa famille, que cela prendrait du temps. Elle n'a pas insisté. Elle a simplement dit, j'attendrai, et je suis là si elle veut un jour savoir qui il était. Et puis elle a dit quelque chose qui m'est resté. Tu l'as protégé. Personne n'a le droit de te dire que c'était mal. 3 jours plus tard, mes parents ont envoyé un dernier email. Il était différent. Pas de culpabilité, pas de menace, pas de revendication de propriété ou de discussion sur le capital. Juste 4 lignes, nous ne savions pas comment te joindre autrement. Nous comprenons que tu as fait ton choix. Si tu changes d'avis, nous serons là, mais nous ne t'importunerons plus. Et pour une fois, je les ai crus, non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce qu'ils avaient réalisé qu'ils avaient tout perdu. L'argent, l'influence, le lien, moi. Il n'y a pas eu de fin dramatique. Pas d'excuses qui ont tout arrangé. Pas de réconciliation soudaine autour d'un café. Juste la rupture finale et silencieuse d'un fil qui s'effilochait depuis des années. Parfois, la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de limite. Et mes parents, ils me l'ont appris à la dure. Le fait est que Harper va grandir en connaissant la vérité maintenant, toute la vérité, et non la version tordue que mes parents ont essayé de scénariser pour elle, mais la vérité qui compte. Sa mère n'a pas fui. Elle n'a pas menti par peur. Elle l'a protégé. Et quand le moment est venu, elle l'a laissé voir toute l'histoire, aussi difficile soit-elle.